Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des cinémaphones. Qu'est-ce qui fait qu'un film nous touche autant ? Il y a la réalisation, les acteurs, l'histoire bien évidemment, mais pour moi le plus important c'est sa réception. À l'époque où j'ai découvert le film dont je vais vous parler aujourd'hui, je n'étais encore qu'un adolescent. Je m'intéressais déjà beaucoup au cinéma, mais le gros des films que je regardais étaient des films spectaculaires. Puis un soir, je ne sais pas pour quelle raison, l'ennui probablement, j'allume la télévision. Passé minuit, le principal des programmes sont soit des films à l'eau de rose, filmés avec les pieds et doublés avec des sphincters, soit des boulards érotiques. Puis là, je passe sur France 4, et puis je tombe sur Detachment. Au début, je reste parce que j'aime bien voir Adrienne Brody, et j'aime beaucoup son travail, mais rapidement, je me laisse emporter par le film, oubliant ma nuit et ce que je pensais savoir du cinéma. C'est un des premiers films d'auteur intimiste que je voyais, et ça m'a ouvert les yeux. Enfin bref, ce film a su comprendre et transmettre mes émotions. Cependant, je ne l'avais pas vu depuis des années, mais pour le bien de cette chronique, je l'ai regardé à nouveau. Et forcément, quand on idolâtre un film de notre passé, il y a de fortes chances qu'on soit un peu déçu au revisionnage. Du coup, j'appréhendais un peu. Mais ce film n'a pas vieilli, il est toujours aussi fort et poignant. Bon, désolé pour cette introduction un peu longue, mais j'avais envie de vous parler de cette rencontre avec ce film qui est comme une bonne histoire d'amour, car c'est par la force du hasard que le coup de foudre arrive. Aujourd'hui, on va parler d'un cinéma, d'un film, d'un grand film, Detachment. Detachment, c'est un film sorti en 2011. C'est un film moyennement apprécié car il ne gagne souvent que 50% des notes sur les sites de notation. Et je trouve ça étonnant car le réalisateur qui parle de problèmes sociaux dans ce film, et les problèmes sociaux, il sait y faire. Le réalisateur est Tony Kaye, réalisateur qui a marqué le cinéma avec son American History X, et celui-là aurait aussi dû marquer le cinéma, mais il en fut autrement. Mis à part quelques festivals, principalement francophones, qui lui remirent plusieurs prix. Mais cessons de tourner autour du sujet, de quoi parle le film que je vous vends depuis le début. Detachment raconte l'histoire de Henri Barthès. Barth ou Barthès C'est Monsieur Barth, madame. Detachment raconte l'histoire de Henri Barth. Henri Barth est un professeur remplaçant de carrière. Il arrive dans un nouveau collège pour un mois. Un collège mal famé où les élèves font la loi et certains professeurs se font humilier. D'autres tournent aux antidépresseurs et ils sont tous au bord d'une nerveuse breakdown. Henri Barth est un homme en colère, mais c'est un homme avec beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un d'introverti mais qui veut changer les choses. Il cherche à aider les gens mais il ne trouve rarement les mots justes pour y arriver. Il aide les gens qui s'attachent à lui mais il ne veut pas d'attache pour ne pas en souffrir. Pourtant il souffre et il souffrira. Il souffre de la perte de sa mère qui est un élément qui parsème le film. Et bien qu'il ne recherche pas à s'attacher, il va quand même s'attacher à 3 personnes. Son grand-père, sénile et mourant. Meredith, une élève mal dans sa peau et harcelée par certains élèves. Et Erika, une jeune femme qui tapine en bas de chez lui et qui se fait souvent taper. Il cherchera à aider ces 3 personnes, avec plus ou moins de succès, au dépit de ses émotions. Je pourrais difficilement vous raconter l'histoire, car c'est principalement des scènes de vie qui s'enchaînent avec logique. Certaines font avancer la trame globale, mais je ne vais pas vous divulgacher la fin, car elle est très belle et très forte en émotion. Tout ce que je peux vous montrer de la fin, c'est ce plan. Et les autres professeurs ne sont pas en reste non plus, car ils ont aussi le droit à de magnifiques scènes qui, malgré leur détresse permanente, ne tombent jamais dans le pathos et la facilité. Les jeunes eux-mêmes, bien que moins développés mis à part Meredith, ont droit à quelques scènes pour nous montrer leur appréhension désabusée et désenchantée de leur avenir. Présenté de la sorte, le film semble très nihiliste, mais ce n'est pas le cas. C'est un film très pessimiste, mais avec des fulgurances d'espoir tout au long, qui permettent de ne pas tomber dans le nihilisme trop présent dans ce genre de film habituellement. En glanant des infos à droite à gauche, je suis tombé sur une phrase qui représente bien le message du film. Ils sont en perpétuelle sensation d'inachevé. Par la réalisation qui nous montre des scènes de vie à droite à gauche laissant une fin assez ouverte, par des personnages qui n'arrivent pas à se sentir complets tout du long, il y a d'ailleurs une phrase qui résume très bien tout le film et qui est prononcée par Henri. Je suis une non-personne, Sarah. Je suis une non-personne. Malgré ses certitudes et ses tentatives d'aider les autres, Henri n'arrive pas à s'accomplir, comme tout le monde d'ailleurs. Ses convictions opposées qu'il n'arrive pas à garder en lui malgré son sang-froid légendaire et qu'il laisse exploser dans de brefs excès de colère. Et quand il prononce ces mots, « je suis une non-personne », ce n'est pas de la colère ni du nihilisme, c'est juste un constat. Constat qui, au premier abord, pourrait paraître amer, mais qui, pour lui, est juste un constat. C'est un très beau film et ces idées de non-personne, on la ressent dans l'aliénation des professeurs qui se perdent et se détruisent dans leur travail. La scène de la réunion des parents-professeurs est forte de sens. Les salles vides et l'attente des professeurs pour des gens qui ne viendront pas. Les parents qui délaissent l'éducation formant des enfants violents, voire même des parents qui les encouragent dans cette violence. C'est d'ailleurs ce constat sur le système éducatif américain actuel qui a poussé Tony Kaye à réaliser le film à la lecture du scénario.
Scénario écrit par un ancien professeur, et c'est sans doute pour ça que la plume est si véridique. Ce film est fort, dans son propos, sa mise en scène, dans les émotions qu'il transmet. Trop rares sont les films qui arrivent à le faire. C'est une coïncidence amusante, mais l'un des seuls films qui a aussi réussi à me faire ressentir ce genre d'émotion, c'est aussi un film sur un professeur, Le Cercle des Poètes Disparus. Mais là où dans Le Cercle des Poètes Disparus, la réalisation et l'histoire sont majoritairement optimistes et théâtrales, dans Detachment, on est plutôt dans un cadre intimiste et réaliste. Ne serait-ce que par l'époque, son pays et ses propos différents. Maintenant que nous avons parlé de son message et de son histoire, je voudrais aborder sa réalisation. Tony Kaye traite le film avec 3 styles de réalisation différents. Le premier est assez simple. Henry raconte cette histoire et est le narrateur. Quand il est filmé en tant que narrateur, il est filmé en gros plan dans un endroit non défini. Quand il filme les souvenirs que Henry a de sa mère, il les filme et les cadre comme si un amateur filme ses voyages et ses souvenirs de vacances. L'image a le grain des vieux caméscopes et le ton sépia saturé apporte une vision idéalisée du passé de Henry. Et bien que la réalisation ne change pas, on va apprendre que le passé n'était pas aussi idéal, ce qui permet d'être encore plus dur à recevoir pour le spectateur. Le dernier style de réalisation, celui du quotidien de nos personnages, est filmé comme un documentaire. Caméra à l'épaule, zoom, les couleurs ternes de tous les jours. Enfin ternes, pas tout le temps. Quand on aborde le sujet du désir, que ce soit charnel ou que ce soit le désir d'aider, on retrouve la couleur rouge, c'est simple et déjà vu, mais c'est efficace. Il y a aussi des scènes en dessin animé sur un tableau noir qui, selon certains, représenteraient les émotions de Henry, mais qui selon moi est moyennement justifiée car elles apparaissent même quand Henry n'est pas présent. Pour moi, c'est plutôt une sorte de chapitrage pour les moments de vie que l'on nous présente. Le format d'image académique, sans les bandes noires, permet à tout le film d'être plus intimiste et de donner cette impression de quotidien que l'on partage. Et le côté quotidien permet de nous attacher plus rapidement avec ces personnages présentés dans cet enfer éducatif, car même les élèves présentés comme des vrais connards, le style documentaire qui sait quand couper au nom arrive à saisir les brèches dans ces personnages qui se cachent sous une carapace plus ou moins accueillante. Le casting est au top. Adrian Brody est toujours aussi excellent, et dans ce genre de film intimiste, l'est d'autant plus. Sammy Gale, l'actrice interprétant Erika, est bluffante. Pour un premier rôle, elle démarre sur les chapeaux de roue. Elle est toujours juste. Quand elle joue une femme qui feint d'en avoir rien à faire de sa situation, quand elle commence à casser sa carapace, et quand elle ose montrer clairement ses émotions. Betty Kay, la fille du réalisateur, joue aussi très bien l'ado mal dans sa peau qu'elle incarne. Et pour prouver qu'elle est talenteuse, son père a fait en sorte que l'on ne sache pas ses liens de parenté pour éviter qu'il y ait du favoritisme lors des castings. Le reste des professeurs sont aussi très bien trouvés et jouent très bien les rôles d'humains désenchantés. Mention spéciale à Marcia Gay Harden, James Caan et Blythe Danner, respectivement la principale et les 2 professeurs qui m'ont le plus plu et qui ont le droit à de magnifiques scènes. Et aussi improbable que cela puisse paraître, il y a aussi Bryan Cranston, et bien qu'il ait un petit rôle, ça fait toujours plaisir de le voir, et en plus, en 2 scènes, il arrive à résumer une vie de couple tombée dans le banal et l'ennui qui est sur le point de se fissurer. Je pourrais aborder tellement de points, tellement le film est riche. Les photographies de Meredith, les dérives quotidiennes du professeur Yates, ou le cas de Mrs. Sarah Madison, qui est un personnage qui évolue de façon étrange et tout du moins pertinente, ça rendrait cette chronique longue et indigeste. Je vais juste aborder 2 autres points, le son et la thématique de l'éducation brièvement abordée précédemment. La musique est composée par les Newton Brothers, et c'est une bande-son au piano qui accompagne tout le long du film. Au début, on pourrait croire à une facilité, car le piano permet aisément de jouer sur la corde sensible, mais son utilisation dans les scènes banales permet de nous montrer la mélancolie des personnages sans pour autant être trop pathos. Et puis surtout, quand une scène forte arrive, on est déjà habitué à cette bande-son qui nous permet inconsciemment de comprendre que la scène fait partie de la routine. Quant à la version française, elle est de très bonne facture. Et ça m'ennuie de vous dire ça, car je suis un défenseur de la version française, mais ici la version originale est mieux, plus juste et plus poignante. D'autant plus qu'il y a une scène importante que je ne peux pas vous dévoiler sans gâcher la fin. La version française est un peu trop théâtrale à mon goût et gâche la simplicité de la version originale, qui rend la scène encore plus dure. Pour revenir brièvement sur l'éducation, j'avais découvert avant Detachment le cinéma de Michael Moore, et dans le cas qui nous intéresse, Bowling for Columbine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Bowling for Columbine est un documentaire sur la vente d'armes aux États-Unis qui a permis à un adolescent de faire des massacres dans une école. Sans vous dire que quand j'ai vu Detachment pour la première fois et vu l'ambiance oppressante que l'on nous présentait, j'avais peur pour la fin. Heureusement, ce ne fut pas le cas dans le film. Cependant, Detachment et Bowling for Columbine nous montrent le visage de l'éducation américaine qui, dans le public, n'est pas très glorieux. Alors, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bowling for Columbine parle des dégénérés qui ont produit des massacres et ce n'est pas l'éducation qui est remise en cause, mais la vente d'armes. Cependant, le peu de l'éducation que l'on nous présente nous montre le problème du système aux États-Unis. Alors évidemment, tout n'est pas noir et blanc et le sujet est très complexe et je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour avoir une opinion tranchée sur le sujet. Je m'égare comme à l'accoutumée, mais tout ça pour vous dire que Detachment nous montre sans jugement les problèmes réels présents dans l'éducation, pour ceux qui n'ont pas les moyens en tout cas.
Autre point intéressant sur le film, c'est les professeurs. Souvent dans le cinéma, les professeurs sont idéalisés. Soit ce sont des beaux gosses à l'instar d'Indiana Jones, soit ce sont des génies à l'instar de Moriarty, soit ce sont des grands hommes qui vont réussir à changer la vision du monde, comme dans le cercle des poètes disparus, encore une fois. Et bien que Henry touche un peu à cette dernière catégorie, on n'y arrive pas complètement. Ici, les professeurs sont des professeurs normaux dans une école qui pourrait exister dans notre monde. Et je suis bien content car étant jeune et n'ayant jamais enseigné, je peux plus facilement comprendre la lourde tâche qu'est la vie d'un enseignant, surtout si le cadre est tout sauf idyllique. La chronique arrive à son terme. Je vous invite à aller voir ce film car il vous permettra, je l'espère, de voir une facette de notre société et d'un pan du cinéma qui est riche et bigrement intéressant. Si vous aimez qu'un film vous prenne aux tripes, celui-là y arrivera avec panache. Après je vous préviens, même si vous l'avez déjà remarqué, le film est pas joyeux et donne un sacré coup de blues. Si vous passez une mauvaise journée, c'est peut-être pas le bon jour pour le regarder. Je vous invite à aller voir ce film si vous ne l'avez pas déjà vu et de donner une voix de plus à une œuvre qui n'arrive pas à se faire entendre comme elle le mériterait. Sur ce, je vous dis au revoir et mes condoléances pour votre temps libre. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Si? Je remplace Dean Vargas. Vargas est un pauvre con. Si vous faites chier, vous allez me le payer. Plus d'heures de colle, est-ce que c'est clair? Sinon, ça va chier grave. Enculé de ta mère. Ça fait chier? Non, ça va chier grave, enculé de ta mère. Wow! Oui, c'est très poétique. Non, c'est plus que ça, c'est beau. Vous devriez faire de la scène. Vous feriez un carton. Hein. Écoutez, moi qui ai le privilège de me trouver devant vous, je meurs d'envie de vous dire... Si tu m'emmerdes trop, ça va chier, super grave, petit enculé. Écoute-moi bien, mon gars, hein, si tu m'emmerdes encore comme ça va chier super grave, je te le dis, sale petit enculé. Bon, écoute, attends-moi ici, d'accord? Je n'ai pas pour longtemps, et après on parlera de ton brillant avenir, ok, mec? Sale petit enculé, je veux dire.